Bonjour à tous, bienvenue à ce salon de l'orientation, de la formation et des métiers organisés par la SOFM. Aujourd'hui, nous allons pouvoir échanger avec l'équipe des services d'orientation de la région académique du rectorat de Guadeloupe qui souhaite évidemment aborder le sujet de l'orientation et de l'affectation pour la troisième. Un sujet évidemment qui est très riche et très important pour les jeunes collégiens et futurs lycéens. Pendant 30 minutes, vous allez donc pouvoir découvrir ou approfondir vos connaissances sur ces thématiques et surtout, n'hésitez pas à poser toutes vos questions sur le live Facebook ou sur le live de YouTube. On va commencer déjà par une présentation plus sommaire et plus globale avec Madame Dechéry qui va nous présenter les services d'orientation de l'Académie de Guadeloupe. Bonjour Madame. Bonjour monsieur. Alors, on appelle couramment CIO les centres d'information et d'orientation. En Guadeloupe, il y en a 4 qui se partagent le terrain. Les CIO sont des services du rectorat qui sont en effet délocalisés sur le territoire et qui reçoivent toute personne qui souhaite construire un projet de formation ou de qualification. C'est vrai que dans la pratique, on intervient aussi dans les établissements, donc on a beaucoup de publics scolaires. Mais on reçoit aussi des jeunes qui ont arrêté l'école pendant un certain temps, qui reviennent pour faire avancer leur projet. Nous avons fait un travail auprès des jeunes qu'on appelle décrocheurs et pareil, on essaie de les remotiver pour se relancer dans une qualification. Alors les CIO, quand vous venez dans un CIO, vous êtes reçu par un psychologue de l'éducation nationale, donc vous en avez vu 3 tout à l'heure, vous en avez voir 3 tout à l'heure. Chaque CIO a donc une équipe de psychologues qui interviennent et nous aidons les jeunes par notamment le biais des entretiens personnalisés, par le biais d'outils aussi qui nous sont spécifiques pour aider les jeunes à faire émerger leur centre d'intérêt, voir avec eux leurs points forts, leurs points faibles, et les aider à construire en fonction de leurs besoins et de leur profil. Nous avons aussi une aide au niveau de tout ce qui est procédure, parce que selon ce que l'on veut faire, les modalités peuvent être différentes. Évidemment. Et nous accompagnons les jeunes dans ces projets, notamment là où les Parcoursup qui démarrent. Nous accompagnons beaucoup de jeunes dans la constitution de leur projet. Et voilà. Écoutez, on va rentrer dans le vif du sujet justement avec nos 3 intervenants avec qui on va échanger maintenant pour en savoir un petit peu plus justement sur ce processus d'orientation pour les élèves de 3e. Nous avons monsieur Jude Madin qui est psychologue de l'éducation nationale spécialisé dans l'orientation, madame Cindy Coquin, psychologue de l'éducation nationale spécialisée en orientation, Madame Christy Serin, merci en tout cas à tous les 4 d'être avec nous, de pouvoir échanger avec nous pendant cette petite demi-heure. La première question, elle est pour vous, Monsieur Madin. Je suis un collégien, futur lycéen, je prépare mes choix d'orientation. Est-ce que vous pouvez m'expliquer quelles sont les questions assez faciles et naturelles que je dois me poser pour préparer ces futurs choix ? Alors, la question de l'orientation, c'est une question qui repose sur une triptyque, la connaissance de soi, la connaissance du monde économique et la connaissance des formations et des métiers. Alors, concernant la partie connaissance de soi, concernant la connaissance de soi, l'élève doit se poser des questions sur sa manière d'étudier. Est-ce que je suis un élève à grosse capacité de travail? Est-ce que je suis autonome? Est-ce que je suis persévérant? Est-ce que je travaille mieux le matin ou le soir? Tout ceci, ça contribue à l'organisation des apprentissages. Ensuite, il y a ses centres d'intérêt, ses goûts et ses valeurs. Alors, l'élève doit se poser la question, est-ce que, par exemple, je me vois bien m'occuper d'enfants? Est-ce que je me vois travailler dans la transformation des aliments? Est-ce que je me vois travailler dans le service de la clientèle, par exemple? Est-ce que je suis plutôt technique ou est-ce que je veux travailler en plein air? Alors, ce questionnement sur les goûts et les intérêts renvoie directement à la notion de plaisir indispensable à l'investissement des apprentissages. Ensuite, l'élève va aussi s'intéresser, soit se poser des questions sur ses résultats scolaires. Est-ce que je suis bon scientifiquement dans les matières scientifiques ou est-ce que je suis bon dans les matières littéraires? Donc, toute cette dynamique contribue dans un premier temps à dresser un premier profil de l'élève. Donc, c'est par rapport à la connaissance de soi. Concernant le deuxième pilier, la connaissance des formations et des métiers, donc l'élève
doit se rapprocher de son professeur principal pour affiner ses connaissances, solliciter des entretiens avec le psychologue de l'orientation, le psychologue de l'éducation nationale, et participer à des forums, des stages, etc. Et ensuite, le troisième pilier, la connaissance du monde économique, socio-économique, où l'élève découvrira le monde de l'entreprise, des secteurs innovants, parce que le secteur du marché du travail qui est très fluctuant. Donc voilà en gros tous ces déterminismes qui contribuent au choix de l'orientation. Oui, alors c'est évidemment en plus une période de la vie pour un collégien qui n'est pas forcément évidente parce qu'on est en train de se structurer, on est en train de se chercher, on ne sait pas forcément dans quelle direction on veut aller. En gros, concrètement, soyons assez simples, basiques pour les élèves qui nous écoutent et qui se posent des questions. Quelles sont les différentes voies d'orientation possibles et comment justement vont se dérouler ces choix après la troisième ? Alors, pour être basique, l'orientation post-troisième, déjà la classe de troisième, c'est un pilier d'orientation qui est un palier, d'orientation qui est très important. L'élève a deux possibilités. Soit l'élève choisit de partir vers un bac général et technologique, soit l'élève choisit de faire une section professionnelle. Donc les deux voies possibles, voie technologique, générale, et la voie professionnelle. Donc, un élève de troisième, prenons le premier cas, s'il envisage de partir en voie générale et technologique, là, il passe en seconde pour préparer soit un bac général, soit un bac technologique. Donc, le bac général se fait, les deux bacs, se fait en 3 ans. Le bac technologique a plus une vocation à poursuivre des études en BTS, ou en technicien supérieur, ou en DUT, diplôme universitaire de technologie, alors que si l'élève s'oriente vers un bac général, à ce moment-là, il s'inscrit dans une dynamique de faire des études supérieures, bac plus 5, bac plus 8. Deuxième aspect, si l'élève décide de partir pour la voie professionnelle, il ira faire ce qu'on appelle un bac professionnel en 4 ans. Généralement, les bacs professionnels sont regroupés en famille de métiers. Donc, par exemple, si l'élève veut faire une formation dans le métier de la relation client, il pourra en première choisir un métier dans le domaine de la vente, de l'accueil ou du commerce. Et tout concernant la voie professionnelle, l'élève peut aussi aller préparer un CAP, un certificat d'aptitude professionnelle en 2 ans, ce qui lui permet soit d'insérer la vie professionnelle, d'insérer le monde du travail, soit, s'il est encore motivé par les études, de partir en première professionnelle, donc de rattraper les élèves de bac pro, de la première, pour finaliser sa formation en terminale professionnelle. Et il y a quelques cas particuliers, par exemple les élèves qui sont en TEPA ou en ULIT, ce sont des élèves qui vont se diriger vers des certificats d'aptitude professionnelle ou les SECPA, et pour les ULIT vers des établissements médico-sociaux plus spécialisés de type IMP ou IMPO. Alors, une notion importante pour les élèves, par exemple, pour choisir de partir en seconde générale technologique, au niveau de la classe de seconde, il va se passer ce qu'on appelle le test de positionnement et les élèves vont être évalués en mathématiques et en français. Et sur ces heures personnalisées, ces élèves-là, on va aussi leur donner des heures dédiées à l'orientation. Alors là, on a parlé effectivement des questions que devaient se poser les étudiants et qu'on soit collégien ou plus tard lycéen, effectivement, on se pose toutes ces questions. Mais il y a aussi un autre aspect, c'est les avis que vont formuler les conseils de classe, notamment en fin de cursus. Concrètement, parfois, l'avis peut être en contradiction avec ce qu'on a envie de faire. Quels sont mes recours si ça arrive ? Comment je peux faire si je ne suis pas d'accord avec l'avis qui est fourni par le conseil de classe sur ce que je pourrais être amené à faire après ? Alors, lorsque les parents vont faire les vœux et effectivement s'ils ne sont pas en phase avec les décisions du conseil de classe, ils ont toujours un recours. Alors, le recours, c'est quoi? Dans un premier temps, entamer un dialogue avec le chef d'établissement de façon à trouver la meilleure solution qui permettrait à l'élève de poursuivre ses études. S'il y a toujours un désaccord, à ce moment-là, les parents peuvent saisir ce qu'on appelle une commission d'appel. Et à ce moment-là, c'est la commission d'appel qui va s'appeler. Et la décision de la commission d'appel deviendra une décision d'orientation. Alors concrètement, on a parlé là effectivement à la fois des conseils que peut formuler le conseil de classe en fin d'année, à la fois les questions qu'on se pose. J'ai l'impression qu'il y a aussi un outil qui peut aider les futurs lycéens, les collégiens en tout cas, dans leur choix d'orientation. C'est ce téléservice orientation. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu ?
Alors, le téléservice orientation, en fait, c'est une structure informatisée. C'est ni plus ni moins que le dossier d'orientation papier que les parents avaient l'habitude de manipuler. Donc, c'est ce document papier qui est dématérialisé. Et là-dessus, les parents vont faire ce qu'on appelle des vœux après le conseil de classe du premier trimestre. Donc, ils auront à faire des vœux provisoires vers le mois de février et ensuite des vœux définitifs où ils vont de nouveau connecter pour faire des vœux définitifs vers le mois de mai. Et ceci via une plateforme EduConnect. Et pour cela, le chef d'établissement va donner à chaque membre de chaque famille un numéro d'identifiant lui permettant de se connecter et effectuer ses vœux. Si je résume en disant que c'est comme un Parcoursup, mais pour les collégiens et fait accompagner des parents, est-ce que c'est trop schématique ou pas? C'est pas trop schématique parce que dans la manière dont les élèves vont faire leurs vœux, effectivement, il y a des menus déroulants. Donc, c'est à peu près le même schéma, sauf que ça s'adresse effectivement aux collégiens. Alors on a parlé d'orientation, je vous propose maintenant de passer à l'affectation. On va échanger avec une autre intervenante, c'est Madame Cindy Coquin, je rappelle, oui, merci. Qui est psychologue. Merci en tout cas à vous d'avoir répondu à ces questions. Madame Cindy Coquin, je rappelle, qui est psychologue de l'éducation nationale, également spécialiste en orientation, qui est avec nous. Bonjour Madame, merci en tout cas d'être avec nous. Oui, bonjour, m'entendez ? Oui, on vous entend parfaitement bien. Est-ce qu'on peut commencer par une petite définition simple? Qu'est-ce que c'est que l'affectation? Alors, l'affectation, il faut savoir que c'est une procédure qui est administrative. C'est le fait d'obtenir une place dans un lycée selon donc certains critères tels que les résultats scolaires, le domicile, également le type d'enseignement. Et c'est vraiment après la décision d'orientation qu'on a l'affectation. Donc, il faut savoir qu'il existe également donc, des bonus d'affectation en fonction de certains critères, tels que les raisons sociales, médicales. Pour les élèves aussi en situation de handicap, il y a également des bonus d'affectation. Alors justement, on a parlé de ce que c'était que l'affectation. Au même titre que pour l'orientation, il y a un téléservice d'affectation. Est-ce que ça repose sur le même principe, la même fonctionnalité, ou est-ce que c'est un petit peu différent ? Alors, c'est vrai que c'est toujours à partir du compte EduConnect, où, comme le collègue l'a dit, le chef d'établissement clinique l'identifiant. Et puis, le téléservice d'affectation, c'est vraiment la dématérialisation de la fiche d'affectation, où l'élève va faire un vœu définitif sur ce téléservice. Il aura la possibilité de positionner au niveau donc, de l'établissement. Il aura également la possibilité de préciser donc, les spécialités donc, de la voie professionnelle, de la voie donc, du CAP et du bac professionnel. Donc, c'est vraiment faire les vœux définitifs sur le téléservice d'affectation. Et puis, même si donc, le papier est toujours de mise, il faut savoir que la famille peut se rendre dans l'établissement pour justement se faire aider. S'ils n'ont pas de connexion Internet, s'ils n'ont pas d'ordinateur, ils ont la possibilité de bénéficier donc, d'une aide au sein de l'établissement. Alors là, on parle de choix, effectivement, pour un lycée. Je disais tout à l'heure que je me mettais dans la peau d'un collégien, ce que je ne suis plus depuis longtemps. Et moi, quand j'étais dans cette situation dans laquelle vont être les futurs collégiens, on n'avait quasiment pas de choix, en fait. On était quasiment dépendant de l'endroit où on habitait pour pouvoir aller dans le lycée qui nous était affecté. Visiblement, les choses ont effectivement changé. Comment ça se passe, justement, ce choix du lycée? Comment on le fait, ce choix du lycée? Alors, en fonction de la voie professionnelle, si le lycéen désire se diriger vers un lycée professionnel, à ce moment-là, c'est une affectation académique. Ça veut dire qu'il peut postuler dans n'importe quel lycée, donc dans n'importe quel établissement de l'Académie de Guadeloupe. À la différence donc, de la voie générale et technologique, donc là, c'est en fonction du lieu, du domicile de l'élève. Donc, en fonction du domicile, il y a donc différents listes de rattachement. Par exemple, l'élève vit à Pasteur. À ce moment-là, il peut aussi faire un postulat, donc il sera de Rivière-des-Pères ou au lycée Général à Pasteur, par exemple. Et alors, ça peut arriver qu'un collégien, futur lycéen, se retrouve sans affectation à la fin de l'année. Si oui, qu'est-ce qui se passe pour lui ? Alors oui, en effet, ça peut arriver. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il se rend donc au mois de juillet dans son établissement
Et puis, à l'aide de la psychologue de l'éducation nationale, du psychologue de l'éducation nationale, il va reformuler des vœux, donc plus précisément maximum 3 vœux, mais sur les places vacantes. Et s'il n'a toujours pas d'affectation au mois de juillet, il a la possibilité de se rendre dans l'établissement également en septembre pour formuler donc encore 3 vœux donc, sur les places toujours vacantes. Généralement, en septembre, l'élève obtient une place dans un lycée. Oui, il est fixé effectivement sur son sort. On a parlé effectivement d'affectation dans des lycées. Il y a un aspect qu'on va mentionner maintenant avec vous, c'est l'apprentissage. C'est quelque chose qu'on entend souvent parler, dont on ne sait pas forcément ce que c'est. C'est quoi l'apprentissage et comment on fait pour devenir apprenti ? Alors, l'apprentissage, c'est un mode de formation pour les 16-25 ans, mais il faut savoir que les élèves qui sont âgés donc, de 15 ans ont la possibilité également, s'ils ont terminé l'année de 3e, c'est-à-dire donc ils ont effectué 3 trimestres, ils vont effectuer de faire l'apprentissage. Donc, c'est vraiment l'alternance entre les cours théoriques et un temps de travail pour une entreprise. Donc, généralement, c'est 1 semaine en centre de formation apprenti, 3 semaines pour l'entreprise. Et puis l'élève, il est rémunéré sur un pourcentage du SMIC de son âge par rapport à l'apprentissage. Et puis, comment devenir apprenti? Il faut savoir que c'est une démarche individuelle de l'élève, même s'il peut quand même s'appuyer donc, sur les CIO, Centre d'information et d'orientation, les psychologues de l'éducation nationale également, pour pouvoir justement avoir des conseils sur les différentes formations en apprentissage qui existent. Donc, il faut aussi trouver un patron. Donc, trouver un patron, c'est une démarche individuelle de la famille. Et puis, il faut savoir aussi que trouver un patron, ça veut dire qu'on est salarié, on a une certaine posture, on a un savoir-être, il doit être en capacité donc, de mettre de motivation, de faire un CV. Et puis aussi salarié. Donc, il a les codes de l'entreprise. Donc, ça veut dire qu'il a le rythme de l'entreprise, les horaires de l'entreprise, et puis les congés qui ne sont pas les mêmes que les élèves qui vont être en situation donc, initiale. Effectivement, c'est un accélérateur de maturité, l'apprentissage. Voilà. C'est quelque chose d'extrêmement important. Et comme on a un public qui nous écoute, qui est peut-être un public jeune, si je résume en disant que l'apprentissage est peut-être destiné à ceux qui ont envie d'un travail manuel et qui ne se sentent pas attirés par un enseignement classique ou général, l'apprentissage peut être fait pour eux. Est-ce que c'est globalement bien résumé ? Oui, vous avez bien résumé. Et j'ajouterais aussi que l'élève qui est en 3e, qui désire faire des vœux d'apprentissage, il peut les faire via Internet, l'affectation par le net. Et on lui demande aussi, généralement, de faire aussi des petits statuts initiales pour qu'elle ne puisse pas trop se décider. À ce moment-là, elle a la possibilité, en fait, d'avoir quand même une affectation. Et puis, vous avez aussi plusieurs centres de formation. Vous avez les centres de formation de l'URMA de Saint-Claude, centre de formation du Rézé, centre de TF1 également Calanus, les CFA Greta. Vous avez vraiment beaucoup de centres de formation apprentis. Merci beaucoup en tout cas Madame Coquin d'avoir répondu à nos questions et d'avoir expliqué un petit peu ce qu'était l'affectation et l'apprentissage pour les collégiens et leurs parents peut-être qui nous suivent aujourd'hui. Merci beaucoup. On va terminer avec une dernière intervenante, c'est Madame Christy Serin qui va prendre place à ce micro. Merci beaucoup vous aussi de participer à cet échange. Il nous reste à voir effectivement quelques aspects avec vous. J'espère que on va vous laisser évidemment le temps de prendre place. Est-ce que vous êtes bien installée Madame Serin? Bonjour Madame, merci d'être avec nous. On a parlé apprentissage, on a parlé affectation, on a parlé orientation. Parlons de quelque chose qui peut frapper beaucoup de parents et qui est très important de bien cerner pour comprendre comment on fait. On a un enfant qui peut connaître des difficultés de toutes sortes dans le milieu scolaire. Comment on fait et qui on peut solliciter? Alors effectivement, un enfant peut connaître beaucoup de difficultés sur le plan scolaire et par rapport à ces difficultés, il sera confronté à différents interlocuteurs en difficultés qu'il a. S'il a des difficultés en termes de santé, il a des problèmes de pathologie, ou il a des problèmes de sommeil, des problèmes d'addictions, il peut par exemple se tourner vers un infirmière ou encore un médecin scolaire. Si par ailleurs il a des difficultés plutôt familiales ou encore difficultés concernant des problèmes financiers, par exemple, il peut se tourner vers l'assistante sociale. Donc, il peut s'agir d'un élève qui a des difficultés à payer sa cantine, par exemple.
Si par ailleurs il a des difficultés au niveau de sa motivation scolaire, il a du mal à se projeter à long terme, c'est un élève qui a des difficultés d'apprentissage scolaire, le psychologue de l'éducation nationale est là pour pouvoir identifier d'où vient le problème d'apprentissage. Est-ce un problème de motivation? Est-ce un problème peut-être personnel qui entrave son apprentissage? Voilà, vraiment identifier la nature du problème. La collaboration avec le professeur principal vers lequel peut se tourner la famille, qui lui aussi peut apporter des outils méthodologiques pour accompagner l'élève face à ces difficultés. Par ailleurs, nous avons également dans plusieurs établissements la présence de EMS. Ce sont des équipes mobiles de sécurité qui sont présentes et qui interviennent essentiellement sur le harcèlement ou la violence à l'école. Donc, ils sont là également en appui si des élèves ont des difficultés à ce niveau. Toujours concernant l'adaptation scolaire, nous avons également les équipes, les commissions éducatives qui sont le regroupement de toute l'équipe éducative, à savoir le chef d'établissement, le psychologue de l'éducation nationale, l'assistant social et bien d'autres personnes qui vont se réunir pour pouvoir proposer des solutions éducatives aux jeunes qui ont un comportement plus ou moins inadapté, inapproprié. Il peut s'agir de retard à l'école ou d'absentéisme sur la durée. Donc voilà, il faut que le parent garde à l'esprit qu'il a plusieurs partenaires, plusieurs professionnels qui peuvent vraiment l'accompagner et qu'il n'est pas seul face aux difficultés de son enfant. L'idée étant évidemment de ne laisser personne sur le côté. Ça, c'est évidemment extrêmement important, surtout à cette période de la construction personnelle de chacun. Malgré tout, on sait que l'enseignement, l'éducation est obligatoire entre 3 ans et entre 16 ans. Est-ce que ça veut dire que concrètement, si l'élève le souhaite, il peut quitter l'école à partir de 16 ans ? Alors, c'est une très bonne question et c'est une question importante. Il y a des problèmes. À ce moment de tourner vers un psychologue de l'éducation nationale, il serait là pour identifier la source du problème. Est-ce un problème de résultat scolaire qui crée un manque de confiance en soi? Est-ce un problème de climat en classe? L'idée est vraiment de se rapprocher de ce psychologue pour avoir des réponses tout d'abord à ces questions. Donc, c'est un petit bilan. Une fois que ce bilan est fait, à côté de cela, il peut y avoir des GPDS qui sont des groupes de prévention contre le décrochage scolaire. Donc là, l'idée du GPDS est d'identifier cet élève qui... c'est un groupe qui est appuyé par le chef d'établissement. On trouve plusieurs partenaires, donc le PEN, qui encore intervient, l'assistante sociale, le professeur principal et bien d'autres partenaires qui seront pour pouvoir mettre finalement qui seront là pour mettre en relation l'élève avec la MLPS, donc la lutte contre le décrochage scolaire, qui, elle, est chargée de trouver à cet élève, qui a été identifié par le GPDS, une solution alternative. Donc, ça peut être, par exemple, le rapprocher dans sa scolarité à travers le fait de faire un stage professionnel, par exemple. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Après, il faut garder à l'esprit que si l'élève en fait, l'élève, il doit à tout prix s'assurer d'être inscrit en mission locale. Si vraiment il décide d'arrêter l'école, il faut à tout prix se faire inscrire en mission locale pour pouvoir continuer sa scolarité, pour pouvoir aller, pardon, est-ce que moi je peux reprendre? Je peux reprendre? Est-ce que... Allô? Oui? Oui, est-ce que moi je peux reprendre juste cette partie? Allez-y, je vous en prie, madame. D'accord, ce sera coupé le... Évidemment, bien sûr. D'accord, ok, je vous remercie. Alors,
je disais qu'il faut vraiment que l'élève puisse s'assurer qu'il soit inscrit à la mission locale pour pouvoir effectivement effectuer une formation, ne soit pas laissé sans formation. Surtout, à côté de ça, il peut faire des formations en CFA, centre de formation d'apprentis, ou encore au GRETA, groupe d'établissement, ou encore au RSMA, régiment militaire adapté. Donc en fait, je résume, parce que comme on a eu des petits soucis de connexion, je résume. On doit tout faire effectivement pour cerner les étudiants, les lycéens, les collégiens qui ont des petits soucis, les identifier. Des équipes sont mobilisées au sein des établissements pour pouvoir y parvenir. Tout faire pour que l'élève ne décroche pas. Et effectivement, si on en arrive à la situation extrême où l'élève décroche, se rapprocher des missions locales pour lui permettre d'assurer la suite. Est-ce que j'ai à peu près bien synthétisé ? Bien synthétisé. Très bien, comme ça on est sûr que si jamais il y a un petit souci de connexion, les gens nous ont entendus, et n'hésitez pas d'ailleurs à poser des questions dans le live, on pourra compléter et y répondre. Et une toute dernière question avant de refermer cet échange entre nous, concrètement justement cet élève, où est-ce qu'il peut trouver des conseils d'orientation, des informations sur l'orientation ? Alors, il peut trouver des conseils sur l'orientation sur le site de l'ONICEF, par exemple, notamment les parents, avec la mallette des parents, où ils ont une foire aux questions qui répondent également à plusieurs de leurs questions sur l'orientation de leurs enfants. Ils peuvent également aller sur l'ONICEF TV, où ils auront des vidéos sur des formations, des métiers qui peuvent être intéressants. Ils peuvent également aller sur le site d'Horizon 21 s'ils ont envie de faire une seconde générale technologique, d'identifier leur scolarité. Donc c'est un site mis à disposition qui permettra aux jeunes de faire des simulations s'ils souhaitent aller en voie générale, donc de combiner les spécialités pour voir vers quel domaine celles-ci peuvent le mener, ou s'ils souhaitent aller en voie technologique, voir également quelle poursuite d'études après cette voie. En tout cas, le site Euroguidance, s'ils souhaitent faire des stages ou étudier à l'étranger ou en Europe. Ouais, on mettra évidemment tous les renseignements pour que les gens puissent s'y rendre et prendre un maximum de renseignements, peut-être même que vous les trouverez dans le live directement. Mesdames Serin et Coquin et Monsieur Madin, merci en tout cas d'avoir participé à cet échange. J'espère qu'on a commencé à répondre à toutes les questions. Peut-être que les parents ou les collégiens se posent. Merci d'avoir échangé avec nous. Passez une agréable fin de journée et à très bientôt.